C'est désormais irréversible. Ibrahim Boubacar Keïta entame, à compter du 4 septembre, pour les 5 prochaines années, son second mandat à la tête du Mali. Le président sortant a en effet été officiellement déclaré vainqueur du second tour de la présidentielle qui l'opposait au chef de file de l'opposition politique, Soumaïla Cissé. Ce dernier, à travers plusieurs sorties depuis la proclamation des résultats officiels, avait rejeté les résultats et affirmé détenir des chiffres qui font de lui le président élu avec un peu plus de 50% des voix. Mais ces preuves n'ont visiblement pas convaincu la Cour constitutionnelle qui, en dernier recours, vient de trancher en faveur du président en sortant. Quels sont les chantiers qui attendent le président réélu? Quelle option pourrait rester à l'opposition qui continue de rejeter les résultats malgré leur caractère définitif? Enfin, quelle crédibilité, voire légitimité pour le président élu Mali? Réélection officielle de Ibeka pour 5 ans, un second mandat sous le sceau de la continuité. La question sera posée, premier thème du jour ensuite. Et en Côte d'Ivoire, plus un jour ne passe sans que la scène politique n'enregistre une actualité de taille. Le week-end écoulé a vu la tenue du Conseil national de l'UDS, l'Union des Soroistes, se creuser appel et exige la candidature à la présidentielle de 2020 de Guillaume Kibafori Soro. Leur principal argument, la jeunesse du président de l'Assemblée nationale. Quelques semaines après sa sortie, où l'homme disait réfléchir à se présenter à la présidentielle, quel poids pourrait avoir l'UDS dans sa décision finale dans le schéma politique actuel avec le départ du PDCI de la coalition au pouvoir et la sortie des cadres FPI détenus dont Simone et Yves Gbagbo, s'achemine-t-on vers un front anti-RDR en 2020, Côte d'Ivoire, Conseil national de l'Union des Soroistes. La candidature de Guillaume Soro, irréversible pour 2020, c'est le second thème du jour. À toutes et à tous, bonjour et merci de nous retrouver pour Angle de vue, votre émission qui permet le décryptage de l'actualité sur le continent africain. Victoire définitive de Ibrahim Boubacar Keïta au Mali. On en parle juste après l'intermède. Mali, réélection officielle de Ibeka pour 5 ans, un second mandat sous le sceau de la continuité. La question sera posée à vous, monsieur Hilaire Kofidia. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, analyste politique. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Face à vous aujourd'hui, Lamine Tissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Messieurs, merci d'être sur ce plateau. Merci d'être fidèle à Angle de vue. C'était annoncé, c'est désormais officiel. Ibeka rempile pour 5 ans à la tête du Mali. Impression, Hilaire Kofidia. Je suis personnellement déçu dans la mesure où cette reconduction tacite de Ibeka, pour ma part, semble être favorisée par le mutisme ou par le silence ou par le non-exercice du droit de votation d'une frange de la population non négligeable. Et c'est là où je me pose la question de savoir comment les dirigeants représentants la classe de l'opposition n'ont pas su contraindre les Maliens déçus par la politique de Ibeka à aller devant les urnes pour pouvoir exprimer leur colère, pour pouvoir exprimer leurs sanctions, d'où on assiste à la reconduction d'un président d'une république dont le bilan est loin d'être élogieux. Et ce n'est pas tout à fait bien. On dirait, c'est comme s'il n'y avait pas eu un match électoral. C'est comme s'il y a des lobbies ou des individus tapis dans l'ombre qui ont favorisé la chose et tout au long de notre décryptage, on aura à dénoncer et à apprécier ce qui a lieu. Tout à fait. Le taux de participation s'élève en effet à 34%. Vous en parliez dans votre analyse. Sur 8 millions d'électeurs, moins de 3 millions d'entre eux se sont déplacés pour aller voter. Qu'est-ce que ces chiffres traduisent, la ici? Bon, il y a d'abord le contexte sécuritaire du Mali. Ensuite, il y a une classe de l'opposition qui n'a pas fait le jeu, qui a préféré s'abstenir. Notamment les 3e et les 4e, arrivés au premier tour. Absolument. Et je crois que ça a beaucoup joué. Excusez-moi. Et puis, le processus électoral même n'a pas été contrôlé. Le processus électoral n'a pas été transparent. Je parle de tout le processus. Parce que c'est ce qui amène des élections
contesté en Afrique. Donc depuis le départ, si le processus n'est pas... L'opposition ne maîtrise pas le processus électoral, ça amène les contestations de ce genre. J'ai l'impression qu'il y a des forces qui veulent que le second mandat soit coûte que coûte. Ah bon, selon vous? J'ai l'impression, oui. Voilà, nous allons suivre Halima Bentouré, notre correspondante au Mali. Elle a assisté à la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle. On la suit. Sans grande surprise, la Cour constitutionnelle vient de valider les résultats de la présidentielle du 12 août. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta récolte plus de 2/3 des voix, soit 67,16%. Arrivé deuxième, le candidat de l'URD récolte 32,84% des voix. Considérant que le candidat Boubacar Keïta a obtenu 1 791 226 voix et le candidat Soumaïla Cissé 876 124 voix, qu'ainsi le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu président de la République. Ce qu'il faut retenir de cette élection présidentielle, c'est que c'est la première fois depuis 1991 qu'un président va au second tour pour sa réélection. Quant aux recours déposés par l'opposition, elles ont toutes été rejetées par la Cour ainsi que celles du président sortant. L'opposition prévoit des manifestations pacifiques à travers le pays pour contester l'arrêt de la Cour. L'opposition qui prévoit de continuer à manifester, est-ce que cela est normal dans une république où on devrait se fier aux institutions régaliennes, notamment la Cour constitutionnelle qui, en dernier recours, apprécie le contentieux électoral, l'a vidé, déclare Ibeka vainqueur? Pourquoi donc vouloir maintenir la population ou une partie de la population dans les rues, quitte à faire réagir la force publique et après parler d'état de non-droit ou d'état de dictature? Non, il faut remarquer que les chiffres avancés par les uns et les autres ne reflètent pas la volonté du peuple. Vos populi, vos dei, la volonté du peuple et la volonté de Dieu. Et quand on regarde avec les yeux de poisson vivant le bilan d'Ibeka et que l'on constate qu'il a été reconduit comme si sa politique était d'une réussite sans faille et que les actes parlent plus que la parole et que quand vous allez aujourd'hui au Mali, tout se passe comme si le Malien lambda et le panier du Malien lambda se portent à merveille, les institutions marchent et que les 2/3 de la population se retrouvent à travers. C'est-à-dire, cette politique d'Ibeka, il y a de ce que, forcément, les élections n'ont pas été transparentes et sincères. On a dû forcément trouver un détour en brouillant les urnes et en faisant ce que les dirigeants africains qui sont au pouvoir et qui organisent les élections font la plupart du temps. Résultat, comme l'opposition ne dispose pas d'assez de moyens, les moyens d'ailleurs sont d'ailleurs déséquilibrés. Le pouvoir en place utilise les moyens de l'État pour faire tout ce qu'il doit faire. Et il va de ce que l'opposition puisse porter un recours devant la juridiction, la haute juridiction, la Cour constitutionnelle. Et quand on voit la manière ou la célérité, ou l'empressement avec lequel la Cour constitutionnelle a vidé à vider le dossier, on se demande s'il n'y a pas une certaine connivence entre la Cour constitutionnelle et le pouvoir en place. Et c'est cette connivence que l'on dénonce. Parce que la Cour constitutionnelle, c'est un organe régulateur. C'est lui qui constitue un winculum, c'est-à-dire un lien, un rapport puissant entre toutes les institutions. Donc, elle doit rester tout à fait neutre. Et si l'opposition estime que la manière dont la Cour constitutionnelle a balayé leur doléance, elle n'est pas légale, il va de ce qu'ils puissent protester. Et ils ont choisi la manière la plus légale de protester, c'est de façon pacifique. Puisque le but qui doit être recherché par le droit, c'est la paix, et que le droit
dit par la Cour constitutionnelle n'incite pas à la paix, eux, tout en voulant manifester, ils ont quand même choisi une démarche pacifique pour pouvoir dénoncer ce qu'ils appellent un hold-up électoral. Voilà. Lamine Cissé, à travers ces chiffres, est-ce que les Maliens sont déçus, ou plutôt le président Ibeka sort quand même renforcé et continue sa politique, je dirais, de réunification du Mali pour les 5 prochaines années? Donc, vous savez, le taux de participation, 30%, affaiblir un peu le pouvoir. Va affaiblir le pouvoir, d'autant plus que ce n'est pas le suffrage populaire. On ne peut pas dire que... On ne peut pas se bomber la poitrine pour dire que je suis d'une façon démocratique conventionnelle. On est élu. Mais d'une façon démocratie populaire, on n'est pas élu. Maintenant, le problème, moi, fondamentalement, ce qui se pose est que c'est nos cours constitutionnels en Afrique qui sont souvent instrumentalisés. On le voit au Sénégal, qui sont à la solde du pouvoir en place. La Cour constitutionnelle est compétente quand il s'agit de défendre les intérêts du pouvoir en place. Elle est incompétente quand il s'agit de défendre les intérêts des autres classes. Ça pose un problème. Et dans ce processus, Ismaïla Cissé a été président de la commission de l'UEMOA. Il connaît les enjeux électoraux, les enjeux politiques. Ce n'est pas lui qui va venir embraser le pays. Mais je crois qu'il faut mettre un acte. Il n'est pas le seul à faire le recours. Il y a 3 partis politiques qui ont fait le recours. Dont le parti au pouvoir. Oui, bon, le parti au pouvoir, évidemment. Je pense que ce qui est bon, c'est de voir ce qui est revendiqué. Parce que quand je vous dis tout à l'heure, là, le processus, contrôler un fichier électoral n'a rien à voir avec contrôler le processus électoral. Le processus électoral, c'est depuis l'inscription, depuis l'acheminement des urnes, le nombre de bureaux de vote, etc. Mais Ismaïla Cissé a dit qu'il y a des centaines et des centaines de bureaux de vote fictifs qui ont été comptabilisés dans l'élection. Il faut au moins vérifier cela. Donc moi, franchement, je ne suis pas satisfait en tant que citoyen de l'Afrique de l'Ouest, moi. Je voudrais que quand la démocratie va se prononcer, et que, parce que dans la transparence au Sénégal, on a vu ça au Bénin. L'élection, après les résultats, le lendemain, les gens vont au boulot. Parce qu'en fait, on dit, bon, même s'il y a des irrégularités, mais tout le monde est d'accord que ce monsieur a gagné. Au Sénégal, on a renversé Abdou Diouf avec ça. Il est parti avec 41%. Mais il a félicité son challenge. Le président Wade, Macky l'a renversé. Il a félicité. Il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de débat. Là où il y a contestation, il y a la fraude. Il faut se dire la vérité, c'est ça la vérité. Quand le processus est transparent, mais il n'y a aucune opposition qui peut dire c'est pas. Le Ghana a donné des exemples depuis qu'ils ont commencé le processus de démocratisation. Il n'y a aucune élection au Ghana qui soit contestée. L'opposant toujours félicite. On renverse la mouvance, l'opposition vient, la mouvance, parce que le processus est dynamique. Très bien. C'est ce que je voudrais dire. Donc vraiment, ces gymnastiques de fraude, d'opacité autour du processus électoral, c'est ce qui va embraser nos pays si on ne fait pas attention. Et je vais appuyer ou abonder dans le même sens en disant qu'en droit, il y a un aphorisme qui dit « fraus omnia corrompit », c'est-à-dire que la fraude corrompt tout. La tricherie, les coups bas, le brouillage des urnes et autres, là, ça corrompt tout. Donc, et le leader de l'opposition, à ce jour, n'est pas encore arrivé à remercier son challenger, atteste de ce qu'il y a un malaise. Il y a un malaise et le citoyen malien n'est pas d'accord avec ce qui a été fait. Regardez, il y a 2 angles. Ceux qui ont choisi de ne pas aller aux élections, ça veut dire que c'est une désapprobation visible de ce que le président n'a pas réussi. Maintenant, le jeu joué par les 3e et 4e est un mauvais jeu. Comment donc? Il devrait, de motu proprio, c'est-à-dire de plein gré, demander à leur mandat ou à leurs électeurs aller dans tel ou tel sens, ne serait-ce que pour sanctionner ou pour manifester leur désaccord ou leur accord. Un peu comme pour nous les orienter tout au moins. Parce que ce sont des éclaireurs en politique. C'est des gens à qui on a fait confiance. Mais lorsqu'on attend des leaders politiques démissionner comme ça, dans un jeu démocratique qui dit nous n'avons pas de voix à donner parce qu'on estime que les deux ne sont pas bons, comment est-ce qu'un jour ils peuvent venir gouverner eux autres? C'est eux qui ont encouragé encore la non-volonté d'un certain nombre de citoyens à aller au second tour.
D'où le faible taux de participation. Et quand vous êtes président élu dans une république avec un taux aussi faible, vous ne pouvez pas bomber le torse. Votre légitimité pose problème. Votre légitimité pose problème. Et quand on voit les États-Unis venir applaudir, encourager cela, les États-Unis ne sont pas pour le Mali. Les États-Unis, eux, ils sont en train de protéger les intérêts colossaux au Mali, c'est tout. C'est des propos diplomatiques qui ne concordent pas avec les réalités du pays, qui ne prennent pas en compte les aspirations du citoyen malien. Et ça, en tant que citoyen de l'Afrique de l'Ouest, il faudrait qu'on corrige le tir. Lorsque vous êtes opposant ou que vous occupez un rang dans la dictée du dernier parcours électoral, vous devez pouvoir dire, puisque moi je ne suis pas deuxième, je demande à tous mes électeurs de suivre celui-ci. Parce qu'ensemble, ce qui nous divise est plus fort que ce qui nous unit. C'est le pays. Et le pays appartient à nous tous. Donc, on pourrait se voir et après échanger et voir dans quelle mesure on pourrait taire nos quiproquos et trouver un terrain d'entente pour élever la République qui appartient à nous tous, au lieu que de faire la politique de la chaise vide qui n'a fait qu'avantager le président sortant. Voilà. Lamine Cissé, je voudrais reposer la question peut-être d'une autre façon. On a l'impression aujourd'hui que et le troisième, Modibo Diarra, et le quatrième ont préféré botter en touche. Parce que ces appels, par exemple, à voter pour Soumaïla Cissé qu'il ne gagne pas, cela fait d'eux des comptables de cet échec-là. Est-ce que ce n'est pas aussi de la stratégie politique que de refuser d'appeler à voter quand on sait que le jeu est suffisamment flou ou peut-être vicié? Non, moi je pense que vaut mieux qu'il démissionne en politique. Parce qu'on ne peut pas s'engager en politique et ne pas oser prendre position. Parce qu'en fait, c'est une démission, comme mon co-débatteur l'a dit. C'est une démission. On ne peut pas dire Ismaïla Cissé et Ibeka sont les mêmes. C'est pas possible. Pas possible. Et vous voulez gouverner le Mali. Et vous gouvernez le Mali avec quel peuple? Quel responsable? C'est vous seul qui êtes propre dans l'environnement politique malien? C'est-à-dire que moi, j'ai horreur à une certaine opposition qui, dans le processus de démocratisation, de la gouvernance, viennent montrer qu'eux, ils sont plus propres que ceux qui sont là. Ce n'est pas une bonne approche. L'approche, c'est de composer avec tout le monde, mais de dire, quand je vais prendre le pouvoir, voilà comment moi je veux assainir. C'est ça la bonne stratégie. Mais c'est de ne pas exclure les autres et se montrer qu'on est... Alors que vous devez forcément gouverner avec les autres. Parce que je vous ai dit, il faut pas... Il n'y a pas un président qui va aller gagner avec 100%. C'est dans les 50, à la limite 60% des votants. Et les autres qui n'ont pas voté pour vous. Et les autres qui n'ont pas du tout voté. Est-ce qu'ils sont avec vous? C'est ça, c'est-à-dire que le questionnement est autre. Il faut que l'environnement politique soit suffisamment apaisé. Moi, je condamne fortement qu'à l'issue du deuxième tour, que vous vous mettez là-bas pour dire que bon, moi, j'ai pas de choix. Mais demain, les gens n'auront pas de choix pour vous également. Non, mais c'est pas que je tire là-dessus. Le silence des troisième et quatrième vaut acceptation de ce que le président, en sortant, peut continuer son mandat. Et c'est ce qui est arrivé. Ah bon? Oui, le silence vaut acceptation. Qui ne dit rien consent. Donc, il fallait donner une ligne de conduite. Ils ont donné une ligne de conduite, notamment une ligne de conduite neutraliste, une ligne de conduite qui n'oriente pas les électeurs, une ligne de conduite qui n'oriente pas les sympathisants. C'est une lecture politique. Une ligne de conduite silencieuse. C'est une lecture politique. Mais une ligne de conduite qui laisse entendre beaucoup de suspicions. Ce n'est pas une manière d'espérer que le pouvoir sortant le temps de la main après, et quand il s'agira de former le gouvernement et tout ça. Pas forcément. Tout en disant que non, nous ne voulons pas. En fait, c'est une tentative d'éliminer aussi cette opposition-là. Parce que c'est comme s'ils en veulent à Ismaïla. Il ne faut pas l'aider à accéder au pouvoir pour que nous puissions rebondir après. Mais ça peut avoir un effet boomerang. Ça peut être contre-productif. Le chef de l'État a tendu la main au chef de file de l'opposition, son jeune frère, le chef de file de l'opposition politique. Il demande à ce que toutes les filles et tous les fils du Mali puissent s'unir pour relever ce pays-là. C'est un appel au sursaut patriotique, c'est un appel à la réunification. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème malien, le casus malien, devrait être posé comme opposition au pouvoir ou bien tout le monde ensemble
on va pour essayer de construire le pays. Est-ce qu'aujourd'hui, Soumaïla Cissé n'aurait quand même pas quelque chose à gagner, à tendre la main au chef de l'État, bien ou mal élu? Votre analyse le dira. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui utile que tout le monde ensemble, on puisse penser le Mali? À parler sans fin, c'est un discours politique auquel nous sommes habitués, dépourvu de toute sincérité. C'est juste une façon d'apaiser l'opposant, celui qui a perdu. C'est une façon de l'inviter à ne pas beaucoup marcher. C'est une façon de l'inviter à ne pas fragiliser son pouvoir. C'est une façon de l'inviter à le laisser continuer. C'est une façon de l'inviter à cesser de le perturber. Et ça va bien. Sinon, comment est-ce que dans un système démocratique où on est censé avoir deux camps, l'opposition et mouvance, vous tendez la main à l'opposition, cette opposition qui, entre-temps, vous a reproché un certain nombre de choses que vous n'avez pas considérées dans votre gestion de la res publica, vous lui tendez la main comme si vous voulez aujourd'hui satisfaire les demandes, ou comme si vous voulez satisfaire le projet de cette opposition. Non, c'est pourquoi il dit c'est un discours bateau. On est habitué à cela et il n'y a rien de sincère là-dedans. Moi, j'encourage l'opposant, le leader de l'opposition, à jouer son rôle là même, quitte à même à le fragiliser, parce que pour moi, son mandat n'est pas bon. Et comme ce mandat n'est pas bon, il ne faudrait pas qu'il vienne ici arroser. Et puis, comme le dit l'adage africain, l'oiseau ne se fasse jamais contre l'arbre. Vous voyez, l'arbre ici, c'est le peuple. Et l'oiseau, c'est le président sortant. Et il sait qu'il a besoin du peuple et que le leader de ce peuple-là, le leader de ce peuple-là, c'est le leader de l'opposition, et qu'il y a une bonne partie des citoyens maliens qui ne sont pas sortis. Ajouté à cela, il est conscient qu'il n'a pas gagné. Voilà. Oui, mais c'est-à-dire que vu le contexte du Mali actuellement, oui. Moi j'ai une inquiétude par rapport à la question que tu viens de formuler. Vous savez, Ismaïla Cissé et Boubacar Keïta, c'est des cousins à plaisanterie, c'est des frères. Alors si je crois que l'environnement politique ne peut jamais les amener à s'affronter, traditionnellement, cela n'est pas possible. Alors moi, cela ne nous empêche pas de faire des analyses cohérentes, la vérité. Il faut dire la vérité, ce qui se passe, et puis dire aux frères, asseyez-vous. Parce que sans la vérité, la réconciliation n'est pas possible. Le Mali a besoin de réunir, effectivement, tous ses fils pour, n'est-ce pas, arrêter ce processus de démantèlement, n'est-ce pas, de ce grand Mali qui est en cours et qui est orchestré de l'extérieur et de l'intérieur à la fois. C'est pourquoi je dis, c'est vrai, un gouvernement d'union nationale, de consensus national sur une plateforme d'action, pour le Mali est nécessaire pour ce pays-là aujourd'hui, pour, n'est-ce pas, essayer de barrer ces velléités de division. Parce que, ethniquement, il y a des problèmes. Et au nord du Mali, c'est une zone qui n'est pas du tout pacifiée. Et les gens qui se précipitent pour féliciter, sans pour autant attendre les organes, n'est-ce pas, officiels déclarés. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas du tout de cela. Parce que moi, je pense qu'on peut faire une revendication pacifique. C'est pourquoi Ismaïla a dit, je vais aller à une revendication pacifique, jusqu'à ce qu'on reconnaisse que mon droit est le droit. Mais aussi, il faut que Boubacar Keïta aussi ne fasse pas de la répression. Pour appeler au consensus, il faut une ouverture. Mais il a fait cette ouverture-là. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, on devrait réellement tous se mettre ensemble pour penser le Mali? Parce que aujourd'hui, les problèmes qui se posent au pays sont quand même nombreux et conséquents. On parle de la menace djihadiste, on parle de la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger qui n'est toujours pas effectif. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait parler opposition mouvance? Est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui parler Mali, tout le monde ensemble pour relever? Oui, c'est ce que je dis. Je dis c'est ce qui est l'idéal, c'est ce qui doit être fait. Parce que le contexte malien s'y prête aujourd'hui. Mais tout cela dépendra aussi de l'engagement et de la volonté du pouvoir en place. Parce qu'il faut que ça soit autour d'une plateforme consensuelle et que tout le monde y aille pour dire, bon, dans ces 5 dernières années qui viennent, il faut que nous sauvions le Mali. Si cela a été... Parce qu'il ne faut pas créer une démocratie qui démantèle, qui divise, qui détruit.
La démocratie doit pouvoir consolider, doit être consolidante, doit pouvoir amener les populations à se sentir en sécurité et vivre bien dans le pays. Tout à fait. Voilà. Le dégoût de la population pour la classe politique a des raisons qui nous sont ici exposées par Rasbat. L'homme est chroniqueur, très craint et écouté. Il a notamment soutenu le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, pour le compte de cette présidentielle-là. Nous allons suivre un extrait de ses propos. Non, les politiciens sont quasiment, si vous voulez, ont déçu la population. Ils sont sur la scène depuis des années. Et donc, leur discours, ça tient plus parce que chaque fois, le discours après l'acte ne suit pas le discours. Et donc, finalement, les gens, ils ne les regardent plus. Moi, je me considère comme étant, si tu veux, le fruit de ce vide qui est là. Donc, je me considère juste comme un leader d'opinion qui a pour mission tout simplement de contribuer au renforcement des capacités citoyennes, à la construction citoyenne en vue de permettre un contrôle citoyen universel et très fort pour que les gouvernants puissent être à l'écoute du peuple et puissent être sensibles à ce que le peuple est capable de faire lorsqu'il tente de sortir du contrat social. Partout où il y a les crises du post-électoral, elles sont, si vous voulez, la résultante d'un sentiment d'exclusion. Et l'exclusion, qu'il soit manipulée ou qu'il soit réelle, quelque part, les citoyens ont le sentiment qu'on les a exclus, surtout si le résultat est en faveur de la personne qui devait les inclure dans le processus. Il parle d'inclusion dans le processus. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème du Malien lambda, c'est de se sentir exclu par ce processus-là et par aussi, pourquoi pas, la politique du régime en place qui peut-être ne prend pas trop en compte les aspirations ou les demandes ou les velléités du peuple? Non, c'est bien dit. Pour le peuple malien, nous sommes en présence d'acteurs politiques qui font penser à des muses que l'on doit ranger au musée de l'histoire. Donc, c'est des gens dont le discours, dont les actes ne concordent plus avec les attentes. Ce qui justifie malheureusement cette déception, ce dégoût et qui justifie ce faible taux de participation. Il n'y a rien de plus. Voilà. Parce que c'est les réalisations politiques et c'est les ambitions politiques matérialisées qui amènent le peuple à accompagner un système politique. C'est le même processus qui s'organise aujourd'hui au Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal, les élections dans 6 mois, c'est une élection à risque parce qu'il y a de l'exclusion totale de l'opposition. Le fichier n'est pas contrôlé, on crée des lois, etc., pour organiser un loop électoral. Si demain, aujourd'hui, on donne les résultats dans ce contexte-là et que l'opposition se mette dans la rue, c'est que... Il y a des risques. Et ce qui pisait, le traitement infligé aujourd'hui à l'opposition par les différents systèmes en place est dégoûtant. C'est-à-dire, on veut les envoyer en prison, on veut les traquer, on veut les intimider. Oui, c'est tout. Et derrière ces opposants, il y a pas mal d'électeurs qui, constatant l'absence de leur père, de leurs parents, de leurs neveux, en viennent à vomir la politique. Voilà, ce qui est sûr, c'est que le problème de la mise en œuvre de l'accord d'Alger reste entier. On espère donc que le président élu pourra résoudre ce problème ou tout au moins convier toutes les parties à la classe politique malienne à ce problème-là pour régler définitivement ce problème qui est quand même le problème le plus récurrent pour un Mali uni aujourd'hui. Messieurs, c'est déjà la fin de ce premier plateau. Nous allons parler de l'UDS en Côte d'Ivoire. Nous allons revenir juste après ceci. Côte d'Ivoire, Conseil national de l'Union des Soroistes, la candidature de Guillaume Soro, irréversible pour 2020. Le débat se poursuit avec vous, monsieur Hilaire Kofidia, juriste analyste politique, face à vous, Lamine Sissi, écrivain, expert en communication politique et Conseil national de mouvement politique Union des Soroistes, UDS. Dans quel contexte politique pouvez-vous situer cette sortie-là, Lamine Sissi? Mais non, c'est pas surprenant, puisque Guillaume Soro a dit tant qu'Alassane Ouattara est candidat et il est au pouvoir, moi j'ai pas d'ambition politique. Mais tant qu'il n'est pas là, je m'exprimerai. Et puis Guillaume Soro, il fait partie des acteurs qui ont apporté le changement en Côte d'Ivoire. Quand il se révoltait contre Gbagbo pour la loi, cette loi scélérate qui a éliminé sur le fichier électoral plus de 40% des populations ivoiriennes, il a été à l'avant-garde et il s'est sacrifié.
il a mis sa vie même, parce que la rébellion, c'est soit on me tue, ou bien j'ai satisfaction par rapport à ce que j'ai fait. Donc il a suffisamment fait preuve d'acte de courage et d'engagement pour sa vision, sa conviction de dire tous les Ivoiriens doivent être des citoyens au même titre que, tu vois, devant la loi du moins. Donc, si aujourd'hui ce monsieur-là a une ambition politique, pour moi, c'est tout à fait normal, ce n'est même pas un événement. Voilà. Les membres de l'UDS n'ont qu'une demande, que le président de l'Assemblée nationale se présente à l'élection de 2020. Est-ce que cette sortie, pour vous, Hilaire Kofi-Dia, aurait une influence sur l'adhésion finale? On sait que dans le récent entretien, l'homme a dit qu'il réfléchissait, qu'il serait peut-être candidat, mais qu'il devrait d'abord en parler avec ses aînés, Alassane Ouattara, et pourquoi pas Henri Konan Bédié. Est-ce que c'est les membres de l'UDPS qui ont demandé à Guillaume Soro d'être président de l'Assemblée nationale, président de l'UDS, de se présenter aux élections présidentielles, ou c'est lui qui a demandé à ses membres, proposez-moi pour que l'opinion puisse comprendre que, allez, vous me voulez au poste de président, et histoire de ne pas fâcher aussi bien Ouattara que Bédié. Non, vous savez quoi, et qu'on le veuille ou non, Guillaume Soro est jeune. Moi, j'ai une admiration particulière pour lui, et cette pratique qu'il a à s'adapter à toutes les situations. Sans pour autant fâcher personne. Parce qu'il a déjà dit à Alain Foucault, j'irai voir Gbagbo, je vais lui demander pardon. Vous voyez, il anticipe surtout, et il ne fâche personne, il est au milieu, et il incarne un peu ce que j'appellerais un équilibriste, un pacifiste et tout. Et cela dit, je pense que, vu tout ce qu'il a capitulé en termes d'expérience, il pourrait être le joker le plus jeune qui pourrait booster un tout petit peu plus la Côte d'Ivoire. Surtout parce que, quelque part, il faut reconnaître aussi qu'il s'est gardé, qu'il s'est tenu parole, parce qu'il a dit, tant que Ouattara sera là, moi je ne me présenterai pas. Et il dénie, il n'apprécie pas non plus le sort qui a été finalement réservé à Laurent Gbagbo. Et il ne veut pas non plus fâcher le PDC et Bédié. Donc il voudrait avoir le soutien de tous ces dinosaures qui devraient être rangés dans les musées de l'histoire. Il voudrait avoir tout leur soutien et au milieu se présenter comme étant le candidat de tous. Mais comme on le sait, la manipulation politique ou la stratégie politique consiste à demander aux militants à réclamer moi à Koyakri, et je viendrai sur les plateaux de télévision dire bon, mon militant m'a choisi, j'ai eu quelques réserves et tout, mais ils ont dit non, c'est moi ou personne. Donc ne me dites pas que c'est les militants de l'UDPS qui veulent que Guillaume Soro soit président à l'élection présidentielle, mais c'est Guillaume Soro qui veut et a demandé à ses militants procéder ainsi pour que on me voit comme étant l'homme de la situation, c'est tout. De l'UDS, l'homme de l'UDS. La jeunesse de Guillaume Soro est mise en avant aujourd'hui. Lamine Cissé, Henri Konan Bédié, 84 ans, Alassane Ouattara, 76 ans, Laurent Gbagbo, 73 ans, Simone Gbagbo, 69 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème devrait être posé en termes de dinosaures, comme le dit Hilaire Kofi-Dia, rangé dans les musées de l'histoire, ou bien en termes de capacité, d'aptitude à conduire les affaires ivoiriennes? Non, ces leaders que vous venez de citer ont une expertise, une expérience politique, mais ils préparent la relève forcément. Et parmi ces relèves-là, dans l'action politique, Guillaume Soro est visible, très visible. Ok. PDCI, parce que les gens font certaines analyses que moi je ne... Cette division, peut-être, je ne sais pas si tu vas venir là-dessus, entre... L'éclatement du RHDP. RHDP était un processus. Ça n'existe pas d'abord. C'était un processus. Tout à fait. Donc, ils ont essayé d'unir les forces pour aller l'aboutissement. Pour créer un parti unifié. Mais c'est-à-dire que c'est la base des accords qui a été faussée. On ne peut pas aller vers une unification et dire que dans cette base de l'unification, c'est soutien ma candidature pour les militants de mon parti. Et quand tu vas finir, 10 ans, et moi si je veux soutenir ta candidature pour tes militants. Et qui a trompé qui alors? Non, à quand maintenant RHDP? Alors que RHDP, il n'y a pas de militants de PDCI, militants de RDR.
il doit avoir une fusion et que le Congrès se détermine donc c'est la base maintenant de l'accord qui est en train de qui est baisé et qui est en train d'avoir des conséquences sur la création etc. Ça ne devait pas être basé sur soutien ma candidature ou pas. Non, non. Ça devait être dire bon, on va avoir un candidat consensuel. Vous êtes là, monsieur Alassana? Oui, d'accord. Mais après vous, la RHDP doit désigner un candidat. Voilà. Là, c'est une base concrète qui peut favoriser, n'est-ce pas? Maintenant, vous voyez, Alassane Dramane Ouattara, il a presque une bonne dizaine de cadres de PDCI dans le gouvernement. Tout à fait. Qui ont préféré être exclus du PDCI mais plutôt que d'avoir à démissionner du parti. Et voilà. Ils continuent de se réclamer membres du PDCI aujourd'hui. Est-ce que cela n'est pas en train de fragiliser le PDCI? Alors maintenant, le problème qui se pose est que c'est ça c'est une dynamique politique, ça. Hein. Mais si un accord est mal ficelé, c'est comme ça que ça crée. Moi, depuis le départ, j'ai dit que ça ne peut pas aboutir parce que la base de l'accord n'est pas bonne. On sait comment Ouattara est venu au pouvoir. Et de façon sincère, Ouattara sait que le RDR, à lui seul, ne peut pas aller aux élections en Côte d'Ivoire et gagner. Le seul parti politique susceptible d'aller seul et de gagner en Côte d'Ivoire ce jour, c'est le FPI. Allez faire le sondage, c'est le FPI. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que Guillaume Soro est un fin stratège. Il sait que ses aînés ont un parcours non négligeable. Et la meilleure manière de s'imposer sur l'échiquier, c'est d'être en adéquation, en accord avec tous. C'est-à-dire ce talent qu'il a et montre qu'il a un peu un esprit, il est animé d'un esprit de rassembleur. Et s'il arrive à apaiser les velléités des uns et des autres de se cogner, il va s'imposer, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'homme de la situation. Bon, l'âge et autres, l'âge compte, parce qu'on a besoin aussi un peu de renouveler la classe politique. Maintenant, là où le bas va blesser, est-ce que le FPI va accepter le pardon de Guillaume Soro? La question a le mérite d'être posée. Elle mérite vraiment, elle a le mérite d'être posée. Mais est-ce que qui le FPI veut proposer? Parce que j'ai comme l'impression, c'est une analyse que je fais, hein, j'ai comme l'impression que la déportation de Laurent Gbagbo, même dans son silence, lui accorde encore plus de militants, plus de sympathie, plus d'admiration, et que les deux mandats de Alassane et Ouattara n'ont pas découragé les uns et les autres, quoi, ou n'a pas révélé le résultat recherché en l'envoyant de l'autre côté. Bon, et ce qui fait que quand j'entends le président de l'UDS dit sur un plateau à Alain Foucault, je vais demander pardon au président du FPI, mais le pardon se fait à deux. Tu vois, le pardon se fait à deux. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément une volonté qui vient de la haine, qui voudrait accueillir Guillaume Soro. Sinon, il l'aurait fait depuis. Il l'aurait fait depuis parce que moi, je suis friand de quelqu'un qui est conscient à des moments donnés de pouvoir arranger les choses, de pouvoir améliorer les choses pour sauvegarder le bien-être de la population que d'avoir affaire à des coups, à des intérêts qui suscitent des stratégies toujours pour diviser ou pour susciter une certaine violence de part et d'autre. Donc moi j'ai une autre lecture par rapport à ça. Allez-y. Totalement différente. Allez-y. Parce qu'en fait, Guillaume Soro fut l'adepte de Laurent Gbagbo, militant, très proche. Donc, il y a quelque chose qui les... Plusieurs fois ministre. Non. Le parcours... Non, bien avant d'être ministre, quand Gbagbo était dans l'opposition, mais il était avec Guillaume Soro. Ils ont travaillé ensemble. Je le sais. Donc, il le connaît en termes de relations humaines. Oui. Il a un sentiment par rapport à ce monsieur-là. Même à un moment donné, il n'est pas d'accord avec lui. Mais ce que moi, je voudrais comprendre, au lieu que le problème de la Côte d'Ivoire soit entre individus, Guillaume Soro, Gbagbo, mais c'est entre le système et le peuple. Moi, je pense que c'est Gbagbo qui devait demander pardon au peuple ivoirien. Pourquoi? Parce que les causes profondes de la rébellion et de la mort des 3000, qu'est-ce qui avait toute la puissance publique? C'était Gbagbo. En tant que chef d'État? En tant que chef d'État, qui pouvait éviter cette guerre-là. Pendant 10 ans, Gbagbo a fait comment? Il a armé les milices partout. Il n'a même pas fait un mètre de goudron. Dites-le moi. J'ai visité toute la Côte d'Ivoire. J'ai parcouru pour de visu savoir ce qui s'est passé. Quand vous créez une loi et où dans un pays qui ôte du fichier électoral plus de 40%,
les gens prennent cette loi-là et dans les plantations, les Ivoiriens, les Burkinabés, on les chasse, on les tue. C'est par centaines de milliers qui courent, qui vont au Burkina Faso. Le concept de l'ivoirité n'est pas une création de Laurent Koudou-Gbagbo. Non, je n'ai pas dit le concept de l'ivoirité. Le concept de l'ivoirité n'a pas créé une tension. Bédié a clairement dit la loi, il faut être de père ou de mère ivoirien, ça s'arrête là. Mais quand Gbagbo est venu, il a dit quoi? Il faut être de père et de mère ivoiriens, eux aussi, de père ou de mère. C'est-à-dire, même votre grand-père, c'est allé à ce niveau-là. Votre grand-mère. C'est ce qui a créé le problème, la frustration. Et cela, ça n'est suivi par des actes concrets. C'est-à-dire qu'on expropriait les Burkinabés qui ont fait plus, avant l'indépendance, pendant la colonisation, qui ont gagné leur terre à la sueur de leur front. Mais Blaise Compaoré ne peut pas voir ça. C'est une déclaration de guerre contre... Donc voilà toutes les conséquences. C'est ce qui a amené Guillaume Soro à aller dans la rébellion pour dire non. Mais Guillaume Soro n'est pas un djoula. Il n'est pas un musulman non plus. C'est un citoyen de la Côte d'Ivoire qui a dit non avec d'autres personnes qui se sont mis dans la bataille. Donc moi je dis, il faut analyser les causes profondes de la guerre. Il ne faut pas analyser les effets. C'est-à-dire on est en train d'analyser les effets. Il est à la CPI, etc. Non. Pourquoi les gens sont morts? Pourquoi les gens sont morts? Les causes profondes qui ont amené l'hécatombe en Côte d'Ivoire, c'est ce que moi j'analyse. Je dis, Gbagbo est au centre, parce que toute l'Afrique de l'Ouest, l'UOMOA, l'Union africaine se sont réunis autour de ce monsieur-là. Il signe, demain il dit non, je ne fais pas, etc. Jusqu'on est on est passé aux élections, on lui a dit tu n'as pas gagné, mais il n'a qu'à dire pour la Côte d'Ivoire, je m'en vais. Mais il attend jusqu'à ce que on accuse la France, on dit oui parce que Gbagbo voudrait créer le franc CFA, parce que les gens sont très forts pour créer des montages. Il veut créer le franc CFA, c'est pourquoi la France est venue. Non, Gbagbo n'a jamais eu dans son programme d'abandonner. C'est quand sa signature a été annulée au sein de l'UOMOA et toutes les instances internationales qu'il a menacé, c'était en pleine guerre, qu'il a menacé de créer le franc CFA. Et la France est venue sous la demande de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU. Il faut qu'on arrête de prendre nos responsabilités pour la responsabilité des autres. Donc la responsabilité, elle est interne. C'est nous qui n'avons pas été suffisamment responsables et on a amené la Côte d'Ivoire en guerre. Et au centre de cette décision-là, Gbagbo est responsable. C'est lui qui avait toute la puissance publique. Il devait mettre fin à cette situation. Voilà, il y a un autre acteur politique qui s'est prononcé, Kouadio Kono-Bertin. Il dit aujourd'hui être visionnaire parce qu'il avait refusé cet appel de Daou Krola qui demandait à ce que le PDCI n'ait pas de candidat et soutienne Alassane Dramane Ouattara à cette présidentielle-là. L'homme avait été candidat à l'élection de 2015 pour, dit-il, refuser que le PDCI soit juste un parti qui appelle à voter pour un autre. Il dit aujourd'hui avoir eu raison et il demande aux militants d'être prêts pour les prochaines joutes. Pourquoi pas les prochaines locales déjà, puisqu'il a été réintégré au PDCI, il faut le dire. Oui, sa vision s'est matérialisée dans la mesure où le torchon a brûlé entre le PDCI, les deux grands alliés. Les deux grands alliés, et j'allais même dire les héritiers de Oufoué. Et donc, s'il peut prendre le flambeau du PDCI et le porter, histoire de faire redorer à ce parti traditionnel toutes ces lettres de noblesse, ça c'est une bonne chose. Mais je suis étonné de voir Monsieur Cissé Lamine s'ériger en juge et indiquer même déjà la responsabilité de Gbagbo sur des faits antérieurs. Je n'ai jamais dit ici que Gbagbo est propre, il est blanc comme neige. J'estime simplement qu'il a encore un pouvoir politique qui pourrait à tout moment bouleverser ou chambouler changer les paradigmes politiques. Et que Soro a intérêt à continuer toute sa politique d'être avec tout le monde. Parce que quand vous êtes le premier à demander pardon, ou quand vous êtes le premier à tendre la main pour le pardon, c'est vous qui êtes l'homme le plus fort. C'est pas que vous êtes en position de faiblesse. C'est celui qui reçoit le pardon. Celui qui reçoit le pardon, ce n'est pas celui qu'il faut célébrer, c'est celui qui tend la main en premier. Donc j'apprécie la démarche de Soro en disant, mais il faut bien que quelqu'un lui vienne pour qu'il puisse... Et je connais le rapport trop étroit qui existait entre Soro et... Je suis pas en train d'analyser tes propos. Je suis en train d'analyser les propos de Guillaume. Je dis,
Parce que je l'ai écouté à la télévision. Quand cette interview, je l'ai suivi, je n'étais pas d'accord avec lui. J'ai dit, le problème n'est pas entre lui et Gbagbo. Si lui demande Gbagbo pardon, c'est dû à leur relation personnelle. Voilà, c'est ça. Mais dans le contexte ivoirien, c'est Gbagbo qui doit demander pardon au peuple ivoirien. Gbagbo n'a jamais demandé pardon. Votre avis est clair. Donc c'est pas vous, hein, je ne suis pas contre ce que vous dites. Donc je reviens à la question que vous m'avez posée. Si ce leader visionnaire du PDCI estime que lui, investi à la tête du PDCI, il pourrait jouer un rôle qui puisse permettre à la Côte d'Ivoire de cesser de connaître ces troubles-là, mais c'est une bonne chose. Mais, sauf que il y a ce que d'aucuns appellent la communauté internationale qui, tenant compte de leurs différents intérêts, ne laisse pas les dirigeants ou les hommes politiques africains disposer de leurs facultés de pouvoir faire le choix de façon franche. Et ça, il faudrait corriger forcément le tir. Parce que quand déjà on attend à l'Assemblée nationale française et des députés lever le doigt pour demander la libération de Gbagbo, alors que Gbagbo a la CPI depuis des lustres, on comprend déjà qu'il y a les enjeux de 2020 et la France veut déjà se positionner pour sauvegarder ses intérêts. Et donc ce n'est pas parce que la France aime la Côte d'Ivoire, ce sont ses intérêts en Côte d'Ivoire qu'il est en train déjà de préparer. Donc l'après Ouattara est déjà posé à l'Assemblée nationale française. Voilà, une dernière question, Lamine Cissé. Un front républicain, FPI, PDCU, UDS et d'autres formations politiques, est-ce que c'est possible pour 2020 pour affronter le candidat du RDR? Non, la dynamique politique s'engage. Moi, je crois que s'il y a 3 ou 4 grands partis politiques dans nos pays et qui s'affrontent, c'est la dynamique de la démocratie. Et pour finir, je dirais qu'il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour danser, il y a un temps pour rire. Je voudrais bien que le temps de rire sonne pour la Côte d'Ivoire. Voilà, vous êtes Hilaire Kofidia, juriste analyste politique. Face à vous, Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Monsieur, merci d'avoir été là. 2 thèmes au menu de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro de Angle de vue. D'ici là, portez-vous bien. La photo.